Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 février, évidemment en ouverture du journal, nous allons parler de la victoire héroïque de Bodo Glimt face à l'Inter, une qualification qui a été obtenue lors d'une double confrontation victorieuse, et ça mérite évidemment d'être analysé. On parlera ensuite de Yamal et des déclarations de Laporta, et ça nous amènera quelques interrogations sur la juste évaluation d'un joueur. On parlera de la prolongation de Mayulu qui s'avère complexe à négocier du côté du Paris Saint-Germain, de la Coupe du Monde où il y a également de la complexité, mais cette fois sur l'organisation et l'accueil des matchs avec l'actualité mexicaine, mais aussi quelques situations économiques de villes US. Et enfin, on terminera avec un petit point sur les compositions attendues pour le choc français de Ligue des Champions entre Paris et Monaco. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Comment expliquer l'exploit de Bodo Glimt? Parce qu'on parle quand même d'un club qui, même à l'échelle de notre Ligue 1, aurait un budget qui serait considéré comme un budget extrêmement faible, et pourtant ils ont éliminé avec une double confrontation synonyme de double victoire l'Inter, finaliste de la dernière Champions League, et le pire, c'est qu'ils l'ont fait de manière absolument incontestable, même si la physionomie du match au cours de cette deuxième rencontre va amener beaucoup de commentaires. Eh bien, il y a une chose qui est incontestable, c'est que Bodo Glimt mérite sa victoire. Déjà, les compositions. Ce qui m'a marqué, c'est qu'aucun joueur de Bodo Glimt sort un hors-sujet. Tu as Evian et Hauge buteur, ce dernier est également passeur, mais le second but venant d'Evian est absolument fabuleux. Il y a une qualité technique qui mérite d'être soulignée, et pour le premier but, eh bien on parlera davantage d'un joueur de Inter, à savoir Akanji. Je serais presque tenté de dire qu'il est finito, mais on va pas être trop sévère, pas trop définitif, on va dire simplement que c'est un joueur qui est dans le dur de façon durable visiblement, et que cette erreur elle a évidemment coûté très cher au club italien, parce qu'en fait une fois que tu prends ce but, t'avais déjà un score à remonter, mais là t'alourdis la situation, t'as une possession outrageuse, mais ça fait qu'il y a des espaces à exploiter pour Bodo Glimt, qu'il y a des phases de transition qui peuvent être extrêmement dangereuses. T'as plus qu'à marquer, mais il faut quand même faire attention. Le problème, c'est que le t'as plus qu'à marquer, il est facile à dire, mais il est difficile à réaliser. Et en fait, l'Inter a tiré à 30 reprises au cours de cette rencontre, mais n'a jamais réussi à concrétiser ses occasions. Enfin si, ils ont réussi une fois, mais ça n'a pas été suffisant. Et ça a été le festival des vendanges du côté des attaquants interistes. Il y a notamment notre cher Marcus Thuram, qu'on connaît bien en France, mais c'est pas le seul. Et quand tu fais face à une équipe qui est extrêmement efficace, bien organisée, qui exécute parfaitement les transitions, et que toi de ton côté t'arrives pas à mettre un pied devant l'autre, parce que le gardien de Bodo Glimt a été bon, mais ça fait pas partie de ce genre de prestation où le gardien te dégoûte du football, où il est absolument en mode super-héros. Non, là c'est juste l'Inter qui a manqué de réalisme. Bah t'en arrives là, donc félicitations à Bodo Glimt, un plan qui a été exécuté à la perfection de A à Z, c'est inspirant pour les autres équipes. Le PSG a proposé 250 millions d'euros au Barça pour recruter Yamal, et c'est directement Laporta, le président du Barça, qui l'a déclaré en interview. Alors le président, ou plutôt l'ancien président, il a démissionné, mais on peut dire le futur président parce que c'est pour candidater à sa propre succession. Le fait est que c'était à l'époque où Yamal avait seulement 17 ans, durant l'été 2024, et selon Laporta, c'est que le Paris Saint-Germain voulait en faire l'icône du club après Kylian Mbappé. Alors c'est toujours délicat d'évaluer ce genre de déclaration parce que tu sais pas exactement quel poids accorder aux paroles. Évidemment, je vois mal Laporta mentir, mais il a tout intérêt à raconter cette histoire parce que c'est un moyen de dire: regardez, j'ai fait un pari gagnant en gardant Yamal, regardez, je suis un président absolument exemplaire, et on rappelle qu'il est en campagne, je protège les talents de la Masia, je protège les joueurs qui font l'ADN du FC Barcelone. Reste que d'un autre côté, imaginez le PSG claquer 250 millions pour Yamal, ça me paraît pas délirant. Ai-je besoin de rappeler qu'ils avaient claqué 222 millions d'euros pour Neymar? Alors la somme paraît ultra impressionnante, mais est-ce que ça aurait été une mauvaise dépense de la part du PSG? Ben honnêtement, je pense pas. On parle d'un marché des transferts où Hugo Ekitike vaut 95 millions d'euros, où Alexander Isak vaut 145 millions d'euros, où Gyökeres vaut 67 millions d'euros. Alors oui, Yamal c'est beaucoup plus cher, mais il est jeune, et est-ce que vous trouvez que c'est un mauvais investissement par rapport à ce que je viens de vous décrire? En fait, des fois, les plus gros transferts sont pas forcément des gigantesques prises de risque, parce que tout le monde sait que Yamal est un joueur générationnel, alors que des fois, tu paies des joueurs 80, 100 millions d'euros, ce qui est quand même une somme hyper importante,
mais avant d'en avoir un qui fait l'affaire, tu vas te planter peut-être 3 ou 4 fois et du coup tu paieras paradoxalement plus que pour Yamal. Donc en tout cas, Yamal poursuit sa carrière du côté du Barça. Je comprends que Laporta ait refusé une telle offre parce que finalement, ça fait partie des joueurs qui sont littéralement intransférables. Il incarne aujourd'hui l'ADN du FC Barcelone. Ça bloque pour la prolongation de Mayulu au Paris Saint-Germain et la question est donc la suivante, jusqu'où le PSG doit monter les enchères? Parce que c'est assez surprenant, ce qui pose problème à Paris, c'est pas la prolongation des cadres, on a vu par exemple João Neves paraffer un nouveau contrat, mais c'est celle de son Titi. Attention cependant à pas le sous-considérer, c'est un enjeu mercato immédiat parce que comme vous le voyez, il est sous contrat jusqu'en 2027, la fin de contrat approche rapidement et surtout, il est aujourd'hui valorisé à 40 millions d'euros, donc très loin d'être un petit joueur sans importance pour les actifs financiers du club. Et même sur les terrains, sportivement, Mayulu s'est fait une place de choix au Paris Saint-Germain. L'année dernière, il a été utilisé au cours de 29 matchs, 35 si on compte la Coupe du Monde des clubs, et il est déjà à 27 matchs cette saison, donc c'est vraiment pas mal, et en plus, il a des minutes de jeu, c'est pas simplement des entrées qui sont anecdotiques. Donc Mayulu est important, ce qui bloque, c'est les demandes salariales du joueur. On lit beaucoup de choses à ce sujet, mais il y a Jamel qui a sorti les infos et je l'estime pas mal parce que généralement il est très bien informé. On lui aurait donc fait une proposition qui correspond au 19e salaire du club, ça correspond grosso modo à Safonov, Beraldo, c'est les plus faibles salaires en dehors des jeunes du Paris Saint-Germain, ça représente environ 3 millions d'euros par saison. Est-ce que ce serait trop de payer 3 millions d'euros par saison pour Mayulu? À mon sens, pas du tout, et je peux même comprendre que Mayulu soit un peu plus gourmand que ça. Si vous regardez les minutes de jeu du côté du Paris Saint-Germain, si vous faites un petit peu la hiérarchie des joueurs, est-ce que Mayulu vous apparaît comme étant le 19e joueur le plus important de Paris? Non, il est au-dessus, il est au moins dans le top 15, tu te rends compte qu'il est même peut-être le 12e, le 13e, le 14e homme, il rentre très régulièrement, en plus de ça c'est un symbole pour la formation, en plus de ça c'est un joueur qui progresse, en plus de ça il est apprécié par son entraîneur, donc je pense que les négociations sont âpres mais justifiées, je pense qu'un terrain d'entente va finalement être trouvé entre les deux parties, parce que tu sens quand même qu'il y a de la bonne foi et de l'envie de poursuivre l'aventure. Mais une chose est sûre, Mayulu est bien conscient de sa valeur. C'est le bordel à plein d'endroits où la Coupe du Monde est censée se tenir dans seulement quelques mois. On a beaucoup parlé du Mexique dernièrement, avec le stade Azteca qui prend du retard dans les travaux, avec la présence de cartels et la sécurité intérieure du pays qui peut poser question. Mais ne croyez pas qu'au pays de l'oncle Sam tout se passe bien, parce qu'on a aujourd'hui Bloomberg qui nous informe d'une situation tragicomique autour de l'organisation d'un match qui concernerait l'équipe de France, mais de 7 matchs de manière générale pour la Coupe du Monde. En gros, il n'y a pas la thune d'organiser la sécurité. Ça peut paraître fou, mais c'est dans une petite ville de moins de 20 000 habitants en banlieue de Boston qu'on trouve ce stade, le Gillette Stadium, et il est censé donc accueillir 7 matchs. Faut la sécurité pour l'événement, évidemment c'est couvert par des remboursements fédéraux, sauf que ce sont des remboursements, ça veut dire qu'il faut avancer l'argent, et là on parle d'environ 8 millions de dollars pour organiser cette sécurité, ce qui est évidemment pas dans les budgets, qui est évidemment pas dans la trésorerie de la ville qui peut pas avancer cet argent. Alors il va falloir trouver une solution avant la fin mars, mais comme vous le savez sûrement, c'est le shutdown du côté des États-Unis, donc c'est compliqué de prendre des décisions financières rapidement. Si rien n'est trouvé, faudra tout simplement délocaliser la rencontre, les rencontres même, mais je dis là parce que ça concerne directement notre équipe de France. Ce serait pas forcément pour déplaire à Donald Trump, étant donné que c'est près de Boston, une ville démocrate, que Donald Trump a dit que de toute façon il était prêt à délocaliser certaines rencontres, mais alors c'est quand même un gigantesque bordel qui est en train de se dessiner. La Coupe du Monde c'est dans quelques mois seulement, et on a encore de l'indécision sur pas mal d'endroits. Est-ce que la forme retrouvée de Monaco doit faire peur au Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG va aligner une équipe qui va nous rappeler que ce sont eux les champions d'Europe? En tout cas, ce matin, le journal L'Équipe nous informe des compositions probables pour cette rencontre. Les voici. Du côté de Paris, il faudra probablement faire sans Dembélé, Ruiz et Mayulu. C'est donc Doué qui tiendrait la corde pour être le numéro 9. Il n'y a aucune indécision sur les 3 de devant, mais vous savez comment ça se passe de toute façon du côté de Paris. Au cours de la rencontre, il devrait y avoir des permutations, donc on sait
pas exactement qui aura le poste de numéro 9, qui sera à gauche, qui sera à droite, mais ça bougera et on a les trois. Au milieu de terrain, c'est tout logiquement Zaïre Emery qui remplacerait Fabian Ruiz. Je suis très curieux de voir le match du français parce que je trouve qu'on est sur une vraie saison de montée en puissance et puis sinon, rien de neuf à signaler à l'exception de Safonov qui est définitivement le titulaire désormais, je pense qu'on peut le dire. Du côté de Monaco, cette petite composition elle doit faire également avec beaucoup d'absents. Golovin est suspendu et les habituels Salissou, Minamino, Dier et j'en passe qui sont pas là. Évidemment pas de Paul Pogba. Balogun est en forme en ce moment, ce sera peut-être un facteur de danger, mais il y a également un Kriouche à surveiller qui est pas dans la saison de sa vie mais qui est un joueur d'un immense talent. C'est peut-être lors d'immenses matchs comme ceux-ci qu'il est amené à se réveiller un petit peu. En tout cas le PSG joue à domicile, c'est un avantage. Le PSG a également un but d'avance, c'est un avantage. Les codes de la rencontre dans une partie sponsorisée par Winamax, vous voyez que Paris est l'immense favori, cote à 1,24 contre 8 pour Monaco, 92% des parieurs vont dessus. Sur les pronos les plus posés, les deux équipes qui marquent, le résultat PSG, Désiré Doué, moi je vais sur le Paris Saint-Germain, je mets ma petite pièce dessus. Si vous avez envie de vous lancer, il y a le code promo TMF10, ça vous offre 10 € en free bet et en plus Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Évidemment, c'est si vous êtes majeur, évidemment c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante, mais voilà à quoi je m'attends pour cette rencontre. Terminé pour le journal du jour, en ce moment j'ai plein de dossiers qui sont en cours de réalisation. Par exemple j'ai fait un tweet qui n'était pas du tout innocent hier sur Mbomo que je trouve vraiment hyper intéressant à analyser. C'est pas forcément le joueur que je connaissais le plus de la première ligue avant qu'il débarque du côté de Manchester United. Je l'ai donc maté avec attention chez les Red Devils et forcé de constater que dans la très bonne forme de l'équipe de Carrick, eh bien Mbomo a un rôle bien particulier. Donc j'ai envie de vous en parler, il y aura une vidéo sur lui tôt ou tard, ce sera peut-être cet après-midi, peut-être un peu plus tard, ça dépendra de l'avancée de mon taf. Et puis j'ai quelques autres focus que je vous réserve, mais ça, on en reparlera plus tard. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.